Ce sont 3 étudiants de l'Auster-séminaire protestant de Tübingen. Ils ont 20 ans et leur cœur bat au rythme des nouvelles qui leur parviennent de France. Là-bas, c'est la Révolution. Le peuple a pris la Bastille. Les privilèges ont été abolis. La Déclaration des droits de l'homme a été proclamée. Les 3 jeunes gens sont fous d'enthousiasme. Ah, comme ils aimeraient mettre le feu à cette vieille Allemagne, cette misérable Allemagne où s'enlise leur jeunesse. Un jour peut-être. En attendant, ils font ce que font les révolutionnaires français. Ils plantent un arbre de la liberté au plein cœur de la ville. Ces 3 étudiants exaltés se nomment Hölderlin, Schelling et Hegel. Le jeune Hegel, pour sa part, n'en est pas à sa première provocation. In Tyrannos, vive la liberté, vive Jean-Jacques. Voilà ce qu'il écrivait dans son livre d'or lorsqu'il était collégien, aux grandes dames de son père d'ailleurs. Hegel est né à Stuttgart le 27 août 1770. Son père est fonctionnaire du prince. Il élève ses 3 enfants dans le respect de l'ordre et du confort bourgeois. Le jeune Hegel est un collégien modèle. Ses parents souhaitent qu'il devienne pasteur et le voici à 18 ans, étudiant au Stift, le séminaire protestant de Tübingen. On y étudie les langues anciennes, l'histoire, la philosophie, la théologie. Mais Hegel et ses 2 amis révoltés complètent leurs études par la lecture clandestine des textes politiques les plus enragés. Tu ne pourras pas être mieux que ton temps, mais au mieux tu seras ton temps. Pour l'heure, Hegel et ses 2 camarades sont d'accord sur une chose. L'homme a avant tout besoin de liberté. Ou plus exactement, d'une liberté individuelle qui puisse s'épanouir dans une communauté de joie. Les 3 étudiants tirent leur idéal de l'Antiquité grecque. Ils se donnent une devise, un et tout. Ils se donnent une formule de ralliement, réaliser le royaume de Dieu sur terre. Tout cela est bel et bon, mais comment réaliser la cité idéale? Comment établir l'unité du politique et du religieux? Comment retrouver la beauté, l'harmonie dans ce temps plein de contradictions? Cette Grèce qui exalte leurs rêves est décidément une patrie perdue. Les 3 jeunes gens le comprennent bien, mais chacun à sa manière. Heureusement, la Révolution française leur apparaît comme un nouveau soleil. Tous les êtres pensants ont célébré cette époque. Une émotion sublime a régné en ce temps-là. L'enthousiasme de l'esprit a fait frissonner le monde, comme si à ce moment seulement on en était arrivé à la véritable réconciliation du divin avec le monde. En 1793, les 3 compagnons de Tübingen achèvent leurs études au séminaire. Aucun d'eux ne sera pasteur. Très vite, Schelling deviendra le philosophe phare du romantisme allemand. Hölderlin, lui, sera ce poète absolu qui tentera toute sa vie d'atteindre son idéal de beauté, jusqu'à atteindre la folie. Malheur à moi, où les prendrai-je, moi, quand ce sera l'hiver, les roses? Les débuts de Hegel sont des plus modestes. Pendant de longues années, il ne sera que simple précepteur, à Berne d'abord, puis à Francfort. Mais pendant ce temps, il ne cesse d'étudier et de méditer. Il rédige quelques essais sur des questions religieuses, mais ne les publie pas. D'un seul coup, le petit héritage qu'il reçoit à la mort de son père en 1799 lui permet enfin de se consacrer entièrement à sa véritable vocation. Hegel s'installe à Jena, la ville universitaire allemande la plus libre et la plus réputée de l'époque. Son projet est simple, penser la vie, c'est-à-dire accomplir une œuvre de philosophe. La philosophie n'est qu'un côté de la formation d'ensemble de l'esprit. C'en est la conscience, la fleur suprême, car elle veut savoir en quoi il consiste. Cela constitue d'ailleurs la dignité de l'homme, de savoir ce qu'il est et de la façon la plus pure, c'est-à-dire d'en arriver à penser ce qu'il est. Hegel part d'un constat. L'homme vit dans un monde conflictuel et cruel. Un constat vieux comme le monde. L'histoire universelle n'est pas le lieu de la félicité. Les périodes de bonheur y sont ces pages blanches, car ce sont des périodes de concorde auxquelles fait défaut l'opposition. Hegel en a fini avec ses rêves d'adolescent, avec la Grèce. Était-il libre, l'homme grec? Non, il n'était pas libre, parce qu'il ignorait sa liberté intérieure, c'est-à-dire la profondeur infinie de sa subjectivité. Et pour l'homme aujourd'hui, rien ne changeait. Il y a toujours ce manque essentiel.
ni le christianisme, ni la morale kantienne, qui ont pourtant posé le principe de l'individualité absolue, ne sont parvenus à le combler. L'idée de liberté a été introduite dans le monde par le christianisme, selon lequel l'individu en tant que tel a une valeur infinie, étant destiné, comme objet et but de l'amour divin, à avoir un rapport absolu à Dieu en tant qu'esprit et à faire demeurer cet esprit en lui-même. L'homme en soi est destiné à la plus haute liberté. Hegel a tiré une leçon de sa longue étude du christianisme. En valorisant le sujet individuel, le christianisme a dévalorisé la nature. Celle-ci est devenue une simple matière, comme un objet coupé de l'homme. Peu à peu, une scission s'est opérée entre le monde et Dieu, mais aussi entre l'individu et la cité, entre la matière et l'esprit, entre la sensibilité et la raison. Bref, l'homme n'arrive plus à réunir ses oppositions, c'est un être déchiré. Et pour Hegel, c'est de ce sentiment de déchirure que naît le besoin de philosophie. Le besoin philosophique apparaît lorsque disparaît la puissance d'unification de la vie des hommes et que les oppositions perdent leur rapport organique. La scission est à l'origine du besoin de la philosophie. C'est à Iéna que Hegel publie, avec un certain succès d'ailleurs, ses premiers textes philosophiques. En 1805, grâce aux recommandations de Goethe, Hegel est nommé professeur extraordinaire à l'université. Là, il commence à rédiger La phénoménologie de l'esprit, son œuvre la plus célèbre. Hegel conçoit ce livre comme une biographie spirituelle de l'humanité, un projet immense. Ce qu'il veut, c'est réconcilier l'homme avec lui-même, en lui montrant l'expérience que la conscience fait peu à peu d'elle-même, dans son cheminement vers l'absolu. Il arrive ici la même chose que dans la naissance de l'enfant. L'esprit qui se forme mûrit sa figure nouvelle avec lenteur et dans le silence, puis il dissout les uns après les autres les fragments de la construction du monde précédent. Cet émiettement progressif se trouve interrompu par l'avènement de ce monde nouveau qui se découvre dans un éclair et d'un seul coup. Pour Hegel, ce long travail de l'esprit détermine notre histoire individuelle tout autant que l'histoire universelle. L'esprit, c'est la force, le mouvement qui, à travers tous les avatars de la subjectivité, se concrétise dans des formes historiques, comme l'État, et permet à l'homme de se réunir, de devenir la conscience de soi la plus achevée dans l'absolu, c'est-à-dire dans l'art, la religion et la philosophie. Comment en serait-il autrement aux yeux d'un homme dont le rêve d'adolescent était d'établir le royaume de Dieu sur la terre? Cependant, Hegel est bien obligé d'admettre que si l'histoire est rationnelle, puisqu'elle est l'œuvre de l'esprit, son spectacle semble bien souvent échapper à toute logique. Dans tous ces événements et dans toutes ces occasions, nous voyons paraître à la surface l'activité et la souffrance humaine, partout quelque chose qui nous concerne, et à cause de cela, partout une inclination de notre intérêt, pour ou contre. Et oui, l'homme dans son histoire ne fait la plupart du temps qu'exprimer son intérêt particulier. Cet intérêt, nous l'appelons passion, dans la mesure où, refoulant tous les autres intérêts ou buts, l'individualité tout entière se projette sur un objectif avec toutes les fibres intérieures de son vouloir, concentre dans ce but tous ses besoins et toutes ses forces. Dans ce sens, nous devons dire que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Pour Hegel, l'idée et la passion sont la chaîne et la trame de l'histoire. À ce propos, l'histoire, justement, la voilà qui fait encore des siennes. Nous sommes le 14 octobre 1806 et les troupes napoléoniennes viennent d'écraser l'armée prussienne. Iéna est à feu et à sang. Les vainqueurs s'y livrent au pillage et au meurtre. Hegel est obligé de fuir. Il va se réfugier chez des amis. Il n'emporte avec lui que son manuscrit énorme de la phénoménologie de l'esprit. Dans sa fuite, il aperçoit l'empereur. J'ai vu l'empereur, cette âme du monde. C'est effectivement une impression merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, monté sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. Hegel a vu le grand homme. Le grand homme, celui qui perçoit l'esprit du temps, celui dont la passion particulière traduit avec efficacité la volonté générale qui reste confuse chez la plupart des hommes. Dans le grand homme, le particulier et l'universel
vibrent à l'unisson. Les individus historiques sont ceux qui ont dit les premiers ce que les hommes veulent. C'est leur propre satisfaction qu'ils cherchent. Ils n'agissent pas pour satisfaire les autres. D'ailleurs, les autres ne savent pas ce que veut l'époque et ce qu'ils veulent eux-mêmes. S'ils suivent ces conducteurs d'âme, c'est parce qu'ils y sentent la puissance irrésistible de leur propre esprit intérieur venant à leur rencontre. Ne rêvons pas, ces hommes historiques vont susciter le ressentiment et l'envie chez les esprits médiocres que Hegel baptise les valets de chambre de la moralité. Il les compare à ces maîtres d'école qui ne manquent jamais une occasion de donner des leçons de morale, qui réduisent la passion à une manie. Ces êtres bas qui suspectent les hauts faits d'être déterminés par la bassesse. En fait, il n'y a pas de héros pour son valet de chambre. Ce n'est pas parce que le grand homme n'est pas un héros, mais parce que le valet n'est qu'un valet. Le ver immortel qui ronge le valet, c'est le tourment de savoir que ses bonnes intentions et ses critiques distinguées n'ont aucune efficacité dans ce monde. Pour autant, Hegel ne se livre pas à une glorification aveugle du grand homme. Car enfin, est-il le maître de son action? Tout se passe comme si un homme, animé par une passion vengeresse, mettait le feu à la maison d'un autre homme. Il allume une petite flamme à un endroit, mais il ne contrôle pas l'incendie, et des gens qui n'étaient pas concernés par sa fureur périssent. Ne faut-il voir dans ce crime qu'une absurde injustice? Non, car l'action se retournera peut-être contre celui qui l'a commise. Il sera puni, et ce sera l'expression du droit dans sa souveraineté. Voilà ce que Hegel appelle la ruse de la raison. L'acteur véritable de nos actions semble être la passion, mais c'est en fait la raison qui est aux commandes. La réflexion philosophique n'a d'autre but que d'éliminer le hasard. Nous devons chercher dans l'histoire un but universel, le but final du monde, non un but particulier de l'esprit subjectif ou du sentiment humain. La raison ne peut trouver de l'intérêt dans aucun but particulier, mais seulement dans le but absolu. Hegel fut soumis, plus qu'aucun autre philosophe peut-être, au tourment politique de son époque. Après sa fuite de Iéna, il a mené une vie instable dans plusieurs villes d'Allemagne. Les ennuis personnels, les problèmes familiaux pleuvent sur lui. Malgré cela, il réussit à devenir un professeur illustre et surtout à bâtir une œuvre philosophique prodigieuse qui englobe tous les aspects de la vie humaine. Cette œuvre représente un système philosophique auquel se référeront par la suite de nombreux penseurs, Marx notamment. Et pourtant, Hegel s'était bien gardé de se présenter comme un maître à penser. La philosophie vient toujours trop tard. En tant que pensée du monde, elle apparaît seulement lorsque la réalité a accompli et terminé son processus de formation. Ce que le concept enseigne, l'histoire le montre avec la même nécessité. Hegel est mort du choléra en novembre 1831, à l'âge de 61 ans.